Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Question de mobilité, nouvelle édition, nouvelle émission, 30 minutes consacrées à deux startups qui font la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous rappelle que nous sommes toujours au cœur du Mondial de la mobilité, Hall 2.2. N'hésitez pas à passer nous voir. Nous sommes là tous les jours et toute la journée jusqu'à la fin du Mondial aujourd'hui. Et pour cette édition, je vous le disais, j'ai le plaisir de recevoir donc deux start-upers. Le premier, c'est monsieur Victor Halit qui s'occupe de l'International Business Development chez Dox. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et vous ? Bah oui, écoutez, ça va très bien. À votre droite, on retrouve monsieur Thibaut Castagne, qui lui est le président de Spark Horizon. Merci d'être là, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons donc parler de la mobilité, de son futur et puis de son présent, bien entendu. Et on commence tout de suite avec vous, monsieur Victor Halit. Vous représentez donc Dox, une start-up basée à Beyrouth qui fournit une plateforme de maintenance prédictive des batteries. C'est bien ça ? Tout à fait. Je vois que vous avez bien lu le site. C'est bien. Exactement. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste exactement. En fait, aujourd'hui, on se dirige de plus en plus vers les batteries électriques. Pas uniquement les voitures d'ailleurs, tout ce qui est batterie, tout ce qui est stockage de l'énergie se passe aujourd'hui sur des batteries électriques. La durée de vie de la batterie électrique est quelque chose de très important. Et d'ailleurs aujourd'hui, la batterie électrique coûte énormément cher, ça coûte entre 9 et 10 000 euros. Aujourd'hui, les grands constructeurs ont le problème de la garantie de cette batterie. Quand vous avez votre voiture et votre batterie tombe en panne, ils doivent vous la remplacer, donc ils sont obligés de payer 9 à 10 000 euros. Et donc la marge qu'ils ont faite à partir de la vente de votre voiture, ils ont tout perdu. Ils ont même perdu beaucoup plus de marge sur d'autres voitures. Justement, à partir de ce concept-là, à partir de ce problème-là, nous avons imaginé une solution qui va, à partir du logiciel qui s'installe sur la batterie de base, qu'on appelle le BMS, on va installer une solution logicielle aussi qui va lire les données du BMS et qui va aller beaucoup plus loin dans cette lecture. Et il va analyser ces données-là et il va dire quelle est la pile dans la batterie électrique. Parce que la batterie électrique, elle est faite de milliers de piles, enfin un nombre important, je ne sais pas, ça dépend de la taille de la batterie, etc. Mais il va dire la batterie numéro X va tomber en panne dans les 3 mois à venir. Et ceci en fonction des données qui sont dites banales, du type la température, l'humidité, le nombre de fois où on utilise la batterie, le nombre de fois on charge, on décharge, la pression qu'on utilise, etc. Ces données-là, nous, on les utilise de façon différente avec un algorithme très poussé qui a été validé par des données laboratoires à ce jour provenant des données open source provenant de la NASA et de Harvard. Mais je dis bien des données open source. À partir de la semaine prochaine, après d'ailleurs le salon, on commence sur des tests réels. On a acheté une base de données réelle de voitures qui circulent aux États-Unis, qui se rechargent électriquement sur les bornes. Et donc on va avoir les données en temps réel, combien de fois elles se rechargent, combien de fois elles déchargent, etc. Et à partir de là, on va faire nos tests pour montrer, pour prouver le concept. Oui, donc juste pour être très clair, on peut voir en temps réel qu'est-ce qui ne va pas dans la batterie, quoi. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un petit truc qui s'allume dans le tableau de bord de la voiture. En fait, le logiciel existe, nous l'avons développé sous 2 versions. La version light, elle s'installe dans la voiture. Cette version analyse votre batterie à vous. Quand elle trouve qu'il y a un souci, elle vous allume un bouton dans votre tableau de bord en vous invitant à passer au garage. Vous passez au garage, le garagiste branche l'ordinateur à votre voiture, là il récupère les données. Et là, lui, il a la version, on va dire, hard du logiciel qui, elle va analyser toutes les batteries. Donc, par type de batterie, par type de voiture, par modèle, par année de sortie, etc., etc. Ça, c'est du machine learning. Et il va aller encore plus loin. Il va dire, c'est pas uniquement que la pile numéro 361 qui va tomber en panne, mais si j'analyse aussi toutes les batteries de la même catégorie, quand la 361 tombe en panne, c'est la 365 aussi qui tombe en panne. Donc, il vaut mieux changer tout de suite les deux pour ne pas refaire venir la personne au garage dans les 2 semaines à venir. Et donc, c'est ce logiciel qui s'installe dans les 2 versions. La première light, elle est sur la voiture. Il n'y a pas de besoin de communication Internet, il n'y a pas de besoin de réseau, etc. Donc, il faut éviter qu'on charge le réseau.
la version réelle qui s'installe dans les serveurs du constructeur ou de la société qui vous fournit les batteries. Donc vous répondez à un besoin qui était absent jusque-là. On avait cette absence-là, en tout cas, de contrôle en temps réel de la batterie, de son état, de ce qui pouvait fonctionner ou ne pas fonctionner. Comment vous expliquiez justement ce vide qu'il pouvait y avoir avant ? En fait, le vide, à ce jour, il est, on va dire, partiellement rempli par les données que le BMS donne. Mais c'est vraiment partiellement, parce que le BMS donne des informations très génériques, entre guillemets, qui ne sont pas très poussées. Effectivement, c'est une nouvelle voie, entre guillemets, qui s'ouvre. Et donc, oui, les nouvelles solutions, l'innovation existe. Et justement, c'est pour ça qu'on existe. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, on est en discussion assez poussée avec les deux constructeurs français les plus connus, Renault et Peugeot pour ne pas les citer, qui lui ont montré un intérêt dans nos solutions et qui demandent justement de faire ce qu'on appelle les POC, les Proof of Concept, dans les semaines à venir pour montrer que la solution n'est pas théorique. Parce que tout le monde dit « Ah ouais, c'est génial, il faut qu'on l'approuve ». Donc là, on va entrer dans cette phase-là. Dox promet une précision de 95%, si je ne m'abuse. Comment vous en êtes arrivé à ce chiffre ? En fait, c'est pas la promesse, c'est le résultat. D'accord. Parce que les tests que nous avons faits sur les données que nous avons eues à ce jour, les données laboratoires, ont montré qu'à 95,4%, nos résultats sont bons. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, on faisait des tests à partir de 40 cycles, c'est-à-dire la batterie doit être allumée et éteinte 40 fois. Mais là, la nouvelle version qu'on a sortie il y a quelques jours, elle peut faire le test sur la batterie dès la première utilisation. On va faire une analyse sur le comportement de la batterie pile par pile, dès la première utilisation de la batterie, et on va vous dire qu'est-ce que ça donne. Pour vous, l'accessibilité aux voitures électriques et surtout le développement des énergies renouvelables, c'est la priorité aujourd'hui, c'est pour ça que Dox existe ? Tout à fait. En fait, c'est pas notre priorité, c'est la priorité de tout le monde, je suppose. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde sait que les grands constructeurs parlent que la voiture sera complètement électrique dans les années à venir. Il y a Carlos Ghosn qui était au salon d'ailleurs il y a quelques jours, qui a fait une conférence qui disait à partir de 2025, trouver une voiture avec de l'essence et du diesel, ça va être quelque chose de très difficile. Donc on est effectivement dans l'ère du temps, quoi. Ouais, et puis il y a une dimension de cause là-dedans aussi du coup. Tout à fait, parce que justement, une d'ailleurs des raisons de notre existence, c'est l'économie des batteries, parce que ces batteries-là, ils vont être jetées. En fait, nous, ce qu'on fait, quand on va vous dire que la pile telle et telle et telle qui tombe en panne, vous les changez et donc la batterie reste, et donc l'écologie, elle est protégée, ça c'est un. Et deux, les batteries, les piles qui ne sont pas bonnes, elles peuvent être utilisées dans d'autres systèmes de stockage d'énergie. Parce qu'on sait tous que le stockage aujourd'hui le plus demandeur, c'est le stockage dans l'automobile, parce qu'il y a du mouvement. Par contre, on peut les utiliser pour stocker de l'énergie, par exemple, pour allumer des lampes halogènes, vous savez, dans le militaire, dans plein de choses, il y a plein d'endroits où on n'a pas le courant avec nous, où on peut utiliser ces batteries-là, ou stocker même l'énergie solaire, etc. Donc du coup, c'est ça en fait pour vous l'apport principal de Dox à la mobilité du futur et votre manière que vous avez de vous placer à l'intérieur de cet univers de la mobilité ? L'apport, je vais vous mettre dans une situation entre guillemets. Imaginez-vous, partez, je ne sais pas, à Bordeaux par exemple, passer un week-end. C'est un très bon exemple, voilà. Bordeaux, très bien. Et vous êtes sur l'autoroute dans votre voiture électrique et votre batterie électrique tombe en panne. Donc votre voiture tombe complètement en panne parce que c'est la batterie électrique. Donc s'il fait très froid et vous êtes dans votre voiture, il n'y a rien qui peut réchauffer la voiture. Donc vous risquez de tomber malade. Ça c'est un. Deux, vous n'avez aucun moyen pour dire où vous êtes, sauf si votre téléphone il a encore de la batterie. Et si votre téléphone, on a assez souvent d'ailleurs, on l'utilise très souvent et quand on arrive à un endroit, quand on en a besoin, c'est souvent on n'a plus de batterie. Là vous êtes dans un gros problème. Notre solution va vous permettre de ne pas tomber dans ce problème-là et surtout de ne pas avoir aussi une très mauvaise image de votre constructeur, parce que si vous tombez en panne en pleine autoroute, je pense que vous n'allez pas avoir une très bonne image de votre voiture et vous n'allez pas parler de bien de votre voiture autour de vous. Ça c'est d'un. De deux, de l'autre côté de la barrière, effectivement, au lieu qu'on prenne toute votre batterie et qu'on la jette et que ceci gêne l'écologie, et c'est vrai, il y a des matières dedans qui ne sont pas
très, entre guillemets, très friendly user pour l'écologie, on va l'utiliser en fait et la réutiliser jusqu'à ce qu'on puisse vraiment la faire vivre le plus longtemps possible. Et donc l'écologie aussi, elle est protégée et le constructeur de l'autre côté est protégé. C'est quoi justement rapidement la solution pour vous une fois qu'une batterie est vraiment morte et inutilisable? Il y a des solutions de recyclage qui existent? Comment ça marche? Alors aujourd'hui il y a des solutions de recyclage, c'est pas chez Dox. Ouais. Nous chez Dox on va vous dire quelle est la pile qui tombe en panne. Après il y a d'autres solutions qui peuvent même recharger la pile sans l'enlever de la batterie. Mais ça, c'est pas nous non plus. D'accord. Il y a des solutions qui peuvent le faire. Nous, on est quelque chose de très important, et j'insiste là-dessus, on est une solution logicielle. Il n'y a pas de hardware. Il n'y a rien installé dans la voiture. C'est uniquement le constructeur, quand il fait la voiture dès le début, il met ce logiciel là-dedans et c'est bon. Mais aujourd'hui, il y avait en fait surtout ce problème de batterie qui tombait en panne ou en rade avant que en fait sa fin de vie soit arrivée. Et c'est aussi pour ça que Dox a été créé. Mais comment vous expliquez ça? On ne parle pas d'obsolescence programmée, mais on n'en est pas loin. En fait, je vais aussi donner un exemple qui s'est produit il n'y a pas très longtemps, avec les toutes petites piles de téléphones portables. Le Samsung qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui a explosé, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, bien sûr. Voilà, c'était interdit dans les avions, tout etc. À fait. Et à cause de la batterie. Donc même à ce jour, même les toutes petites batteries sur lesquelles on a un peu de marge de manœuvre, aujourd'hui on a un peu de recul parce que les batteries de téléphone, ça fait quelques années que ça existe. Même sur ces batteries-là, il n'y a pas encore assez de recul pour savoir quelle est la durée de vie exacte de ces batteries-là. D'où l'utilité et l'intérêt d'une solution comme celle de Dox. Vous êtes une start-up qui est basée à Beyrouth. Alors, il y a vraiment zéro a priori dans ma question. C'est simplement, moi, j'y suis jamais allé, donc je sais pas comment ça se passe là-bas. Il faut que vous le fassiez. Ah oui, non, mais je sais bien, je n'en doute pas. Comment se passe justement le développement des énergies renouvelables et des véhicules électriques là-bas à Beyrouth? Alors, déjà, les R&D sont à Beyrouth. Moi, justement, je gère l'antenne européenne, justement à partir de la structure que j'ai ici à Paris, à la Défense. Les R&D se passent à Beyrouth parce que déjà nos ingénieurs sont d'origine libanaise, donc ils sont installés dans leur pays, entre guillemets, le pays d'origine. Et deuxième chose qui est très importante, c'est que l'infrastructure aujourd'hui là-bas pour des recherches, on va dire, dans le monde de l'IT, soyons clairs, elle est vraiment très bonne. Mais encore une fois, je dis recherche dans le monde de l'IT. Par contre, l'industrie automobile au Liban n'existe pas. Il n'y a pas d'industriel automobile là-bas. Donc, on est obligé justement, pour une solution comme celle de Dox, de la vendre à l'international. On la produit, on la teste sur des données laboratoires et tout, dans nos solutions, dans nos ordinateurs à Beyrouth. Mais quand on va l'installer, il n'y a pas de clients potentiels à nous, au Liban, peut-être même pas trop dans le Moyen-Orient. Vous travaillez justement avec une entreprise de scooters électriques là-bas, au Liban. Comment se passe cette association avec eux? Je vois que vous avez bien regardé. Oui, c'est bien. En fait, effectivement, le scooter électrique il a la problématique de la batterie électrique. Et nous, on a besoin de récupérer les données. Donc, on a installé la solution sur les scooters. Maintenant, l'intéressant dans ça, c'est de donner du temps. Parce qu'il faudrait arriver au moment de dire la batterie va tomber en panne. Tant qu'on n'a pas ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on a testé. Aujourd'hui, oui, les solutions tournent, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas détecté de panne. Donc on est obligé de dire on n'a pas encore de données réelles, on va les avoir à partir de ce qu'on se dit sur les États-Unis, parce que sur les États-Unis, on va avoir un énorme nombre de voitures avec des années en plus, il y a 3 ans en arrière, donc on peut effectivement prédire les données et savoir à partir de là qu'est-ce que ça peut donner. Aujourd'hui, quels sont vos clients, avec qui travaillez-vous justement, en rapport toujours avec l'industrie automobile ou de la mobilité? Alors, aujourd'hui, nous sommes en discussion assez avancée, comme je disais tout à l'heure, avec nos amis de Peugeot et Renault. Nos clients potentiels, je dis bien potentiels, sont ce type de constructeurs, d'autres types de grands industriels comme Alstom, comme Engie, comme Total, avec qui aussi nous avons aussi des discussions. Mais pour être honnête, les plus avancés sont les constructeurs automobiles, je pense, parce que sont ceux qui sont le plus touchés pour le moment. Ça va être ça les futures grandes échéances de Dox? 2019, il faudrait, là, on va prouver le concept dans les semaines à venir. 2019, on signe les beaux contrats
et on fêtera ça ensemble à Beyrouth. On va vous inviter à venir dans nos locaux à Beyrouth. Tant que vous me payez l'avion, il n'y a, avec y a plaisir, aucun problème. Avec plaisir. Merci on vous paye le champagne. C'est magnifique. Merci beaucoup Victor Halit d'avoir répondu à mes questions. Vous restez bien entendu avec nous. On va simplement faire un petit switch de start-up. Et je vous le disais, on continue donc cette émission avec Thibaut Castagne. Rebonjour. Rebonjour. Alors vous travaillez pour Spark Horizon, c'est bien ça ? C'est ça, Spark Horizon. Donc Spark Horizon qui est une start-up de mobilité électrique basée à Paris. Alors nous, en fait, on s'attaque à un problème qui est le problème de l'anxiété de charge, donc c'est-à-dire lié à l'autonomie du véhicule. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, où est-ce que je vais pouvoir charger ma voiture, connaissant le chiffre qui dit que 2/3 en fait, des Européens aujourd'hui n'ont pas accès à un parking privé. Donc la recharge publique est essentielle. Et donc on a besoin effectivement d'un réseau dense de points de recharge publics universels, donc c'est-à-dire où toutes les voitures peuvent se charger sur ces points de charge et qui soient visibles et intégrés dans la vie des gens. Non, allez-y, pardon. Et à Spark Horizon, c'est vraiment ce que nous développons. Donc on travaille en fait à développer un réseau de recharge public sponsorisé en fait par des partenariats marketing et des marques donc qui souhaitent en fait à la fois délivrer un message à leur audience donc sur les bornes, mais aussi sponsoriser la transition énergétique. Ça répond à quel besoin aujourd'hui justement au besoin qu'il n'y a pas assez de bornes électriques aujourd'hui dans les villes. Est-ce que vous avez des chiffres ? Il y en a combien ? Quel est l'état du marché aujourd'hui là-dessus ? Ouais, alors aujourd'hui on a autour de 15 000 bornes publiques en France. Donc en fait on a aussi le problème de la poule et de l'œuf, à savoir qu'est-ce qui va venir en premier ? Est-ce que c'est les bornes de recharge ou les voitures électriques ? Pour un prospect donc, qui va acheter une voiture, ils vont regarder effectivement à la densité des infrastructures de charge. Donc aujourd'hui, effectivement, la visibilité d'un point de charge et la densification de cette infrastructure, elle est très importante pour convaincre les potentiels prospects justement à passer d'une thermique à une voiture électrique. D'accord. Et est-ce que 15 000 justement bornes électriques, toutes villes confondues en France, on a l'impression que c'est peu. Est-ce que vous savez quel est le nombre de voitures électriques en activité par exemple ? Alors aujourd'hui en France, on est autour de 120 000 voitures électriques. Donc on est un petit peu moins de 2% en fait de ventes, toutes voitures confondues, qui sont de l'électrique par an aujourd'hui en 2018. D'accord. Donc vous avez un petit peu moins de 2 voitures sur 100 qui sont des voitures électriques qui sont vendues aujourd'hui immatriculées en France. Donc votre borne électrique, pour que ce soit quand même bien clair, c'est quelque chose qui est destiné à la rue. Ça doit être à usage public. Mais est-ce que par exemple, moi, si demain j'ai un véhicule électrique, je peux installer une borne dans mon garage par exemple ? Tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a les constructeurs automobiles travaillent beaucoup et certains énergéticiens ont des offres en fait pour installer directement la borne à la maison. Donc il y aura toujours effectivement une borne à la maison pour ceux qui ont effectivement un pavillon et un parking privé. Donc c'est ça, et connaissant aujourd'hui les taux d'urbanisation, ça crée effectivement des vrais problèmes, à savoir quel est le nombre de personnes qui vont vraiment avoir un accès privé ou qui vont effectivement être dans la rue et qui auront besoin effectivement d'une recharge publique dans la rue pour pouvoir recharger leur voiture à la fois pendant la nuit mais aussi pendant la journée, pendant qu'ils font leurs activités quotidiennes ou hebdomadaires. Donc c'est-à-dire nous aujourd'hui on se place en fait sur tout ce qu'on appelle des points de destination où les gens vont passer du temps, donc c'est-à-dire dans les points de distribution, les supermarchés, les centres commerciaux, les parcs de loisirs, les gares, les aéroports, les points de fort trafic où on a besoin effectivement d'une charge pratique universelle, plug and play, où les gens vont simplement pouvoir se charger. Et en l'occurrence, on travaille sur une charge sponsorisée, donc gratuite. Donc en fait, c'est les marques et le retailer, donc le supermarché, qui va payer pour votre charge. Donc vous allez aller au supermarché, faire un acte de consommation, et derrière, vous allez avoir votre supermarché préféré qui va payer cet acte de recharge. Aujourd'hui, une recharge, c'est 2 à 3 euros. Donc c'est en fait assez équivalent au coupon ou voucher
qu'on pourra vous donner de toute façon, en étant un client fidèle de ces points de distribution, qui d'ailleurs aujourd'hui souffrent beaucoup de l'e-commerce et qui ont besoin d'offrir un vrai service aux clients pour les ramener dans les points, je dirais, de business brick and mortar, pour qu'il y ait une vraie expérience client quand ils arrivent justement à la consommation sur ces points de distribution retail. C'est évident qu'on est dans une phase aujourd'hui de transition énergétique, écologique avec la mobilité. Il y a la question, on en parlera d'ailleurs ici sur ce plateau de Mobility as a Service, du MaaS. Mais surtout, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pour pouvoir déployer ces bornes, il faut aussi pouvoir déployer des places de parking, des places de stationnement disponibles. Aujourd'hui, c'est quand même très compliqué en ville de pouvoir installer ça. Donc, justement, où vous vous placez par rapport à ça? Alors, je pense que c'est un vrai sujet. Alors, nous, aujourd'hui, sur nos clients principaux, qui sont des clients des distributeurs et des grosses foncières commerciales, on n'a pas ce problème de parking, en l'occurrence, où le problème qu'on pourrait avoir, c'est effectivement qui se pose la question, est-ce qu'on veut favoriser du thermique ou de l'électrique? Mais là où, effectivement, le problème peut arriver, c'est sur le centre-ville, où de notre côté, on a une infrastructure qui n'est pas seulement une infrastructure de charge, mais qui est une infrastructure Smart City. Donc on a des écrans de publication qui peuvent être aussi utilisés par la ville. On a ces écrans tactiles pour justement aussi informer les piétons qui passent à côté sur les chaussées. On a une borne Wi-Fi qui permet de donner du Wi-Fi justement sur tous les espaces. On peut mettre aussi des points de recharge pour ce qu'on appelle les Light EV, donc les Light Electric Vehicles, donc pour tous les petits véhicules électriques aujourd'hui, les e-scooters, trottinettes, pour être comme un arbre de recharge que vous allez avoir dans les villes, qui finalement va pouvoir répondre à tout type de demande de recharge, mais aussi de communication entre la ville et ses citoyens. Donc pour que les auditeurs quand même imaginent bien, moi j'ai regardé déjà, je la trouve très élégante, votre borne. Donc c'est vraiment une grande borne noire avec un écran au milieu. Et justement, moi je trouve ça très intéressant qu'il y ait ce côté, on va dire, média qui est à l'intérieur, c'est-à-dire tout cet écran qui vont informer, comme vous disiez, les passants, etc. Comment vous avez justement développé cette idée de vous dire, on va pas faire juste une borne, on va faire une borne pour recharger les véhicules électriques, mais en même temps on va ajouter un grand écran qui va pouvoir informer les passants de questions de mobilité, d'écologie, de ce qui se passe aujourd'hui avec la voiture électrique. Comment vous avez trouvé ça? Aujourd'hui, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est le sujet de la monétisation de l'infrastructure de charge. Aujourd'hui, personne ne fait de l'argent sur les développeurs de points de charge. C'est un business model ou un modèle commercial qui est très pauvre. On fait 30 à 50 euros de vente d'énergie par mois. Et derrière, on doit amortir 15 000 euros ou 20 000 euros sur la borne. Ouais. Donc c'est impossible. Vous avez mal choisi votre domaine, du coup. Justement, c'est pour ça que derrière nous, on a un autre modèle commercial qui est un modèle commercial basé sur les partenariats marketing et publicitaires qui vont venir en fait sponsoriser un service public. Aujourd'hui, on l'a vu avec Autolib, on l'a vu aussi avec beaucoup d'autres services entièrement publics. On a des vrais problèmes de modèle commercial et on a besoin justement de faire des partenariats avec le privé qui vont sponsoriser effectivement cette infrastructure parce qu'ils peuvent être visibles pour être justement sponsoriser cette infrastructure. Donc les écrans, c'est pour ça. Et aujourd'hui, comme vous le dites, surtout dans les villes européennes, le foncier est très réduit. Donc si on prend de la place sur le trottoir ou dans les rues, il faut pouvoir justifier la place qu'on prend. Et aujourd'hui, créer une borne de charge, ça prend de la place. Donc pourquoi créer une borne de charge que pour les utilisateurs de véhicules électriques? Non, c'est créer un point de charge pour tout type d'utilisateurs de véhicules électriques au sens large du terme, mais aussi pour les piétons qui vont passer à côté du trottoir pour pouvoir communiquer avec leur ville, pour pouvoir être informés par leur ville et pour pouvoir avoir un réseau Wi-Fi qui soit stable et disponible pour tous. Oui, c'est pour, comme vous le disiez, pour pas que ce soit exclusivement destiné aux personnes qui veulent simplement recharger leur voiture. On parlait tout à l'heure du côté de l'aspect, en tout cas cause, avec Victor Halit de Dox, qui est toujours là. Monsieur Halit, ça va, tout va bien pour vous? Oui,
très bien, merci. Ça marche. Sur votre site, vous donnez des chiffres, notamment concernant la mortalité liée à la pollution de l'industrie automobile. Donc, entre autres, vous donnez quelques chiffres, on va dire, assez sensationnels, mais vrais, hein, sur l'impact aujourd'hui négatif que peut avoir l'industrie automobile sur nous, les humains, sur notre santé. Du coup, est-ce que ça veut dire que de partager ça en gros comme ça sur votre site, peut-être même avant le pitch, et d'expliquer à quoi correspond Spark Horizon, pourquoi justement, pourquoi avoir fait ça? Aujourd'hui, je vais vous poser une question simple. Alors, est-ce que vous avez des enfants? Non. Non. Alors aujourd'hui, il y a un rapport qui a Il fallait été... que je réponde oui, ça aurait été plus simple pour la... J'imagine. Alors, vous avez des enfants, Victor? Peut-être. Pas encore. Pas encore, ok. Bon, 3 sur le plateau, pas d'enfants. Ok. Il y a un rapport de l'ADEME qui est sorti il n'y a pas longtemps sur justement des stats qui ont été faites à Paris. Donc il faut savoir qu'à Paris, si on grandit à Paris de 0 à 30 ans, on perd 15 mois d'espérance de vie. Donc, juste à cause des particules fines, juste à cause de la pollution de l'air. Ouais. Donc c'est-à-dire que vous êtes parents, vous élevez vos enfants de 0 à 20 ans justement à Paris, vous êtes responsable à leur 20e anniversaire qu'ils ont perdu 1 an de leur espérance de vie pratiquement. Donc derrière, c'est se poser des vraies questions sur, au final, l'acte citoyen et aussi justement la responsabilité aussi des entreprises privées, parce que c'est aussi ça, hein, les entreprises privées. Aujourd'hui, 85% des Français pensent que les entreprises privées ont un acte justement plus important dans la création de l'avenir que les pouvoirs publics. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une politisation aussi de la communication des entreprises et de leur acte justement pour sponsoriser le service public et pour agir justement pour le bien des citoyens. C'est incroyable ce chiffre, je le connaissais pas du tout. Est-ce que du coup le but à terme pour vous c'est le tout électrique, en tout cas en termes de mobilité? Alors on le voit, pour nous le tout électrique c'est déjà activé. Ça prend du temps parce qu'on a des taux de remplacement qui sont effectivement assez importants, mais derrière ça va aller plus vite avec d'autres offres, le partage de voitures, le modèle de souscription où les gens vont changer les voitures beaucoup plus vite, donc ça va s'accélérer. On voit beaucoup de prédictions aujourd'hui disent que 100% des modèles des modèles seront électriques en 2035. Donc c'est dans 15 ans. Oui, c'est comme disait Monsieur Halit, en 2025, il y aura plus une voiture au diesel, il y aura plus une voiture à essence, quoi. Voilà, aujourd'hui, il y avait aussi un problème de manque de modèles. C'est-à-dire que il y a Tesla qui est arrivé, qui a commencé il y a 10 ans. Là, il y a beaucoup de constructeurs qui s'y mettent. Pour un client, il y avait peu de modèles. Il commence à avoir plus de modèles. Ce sont des modèles qui sont quand même assez chers. Donc, effectivement, il y a des subventions étatiques dessus. Mais aujourd'hui, c'est comment en fait offrir un large panel aux clients avec une recharge pratique et à un prix qui soit convenable. Okay. Et d'une manière générale, à part l'électrique, c'est quoi vous, votre regard, en tout cas le regard de Spark Horizon sur la mobilité de demain? Alors nous, on pense que, déjà, effectivement, tout électrique, ça c'est un fait. On ne croit pas trop effectivement à l'hybride, simplement parce que ce sont des moteurs qui sont très compliqués à la maintenance, qui sont très lourds, qui au final ont des performances CO2 qui sont pas forcément convenables. On croit à la mobilité partagée. On pense aussi qu'il y aura un mix en fait, justement entre du partage, mais aussi de l'individuel. Moi, quand je demande à mes parents qui vivent en Bourgogne, pour eux, le véhicule partagé, c'est hors de question. Le véhicule en souscription, en lease, c'est hors de question. C'est j'achète une voiture pendant 7-8 ans jusqu'à la fin de... Ça reste la voiture individuelle. Ça reste voilà, donc on va avoir en fait, pendant les 10-15 prochaines années une période transitoire entre les nouvelles générations et je dirais les anciennes générations, où on va avoir des voitures individuelles qui vont être plutôt dans les zones rurales et que des services partagés en VTC ou autres, en fait, en véhicules autonomes dans les parties urbaines, périurbaines, qui seront beaucoup plus je dirais faciles à développer ces types de concepts et en fait concaténer au départ pour des raisons si régulatoires dans ce type d'agglomération. Rapidement, pour terminer, c'est quoi le futur de Spark Horizon ?
Alors aujourd'hui, je dirais l'objectif clair, c'est de développer 500 bornes à 2020. Donc aujourd'hui, on est sur 20 bornes justement en déploiement à fin de l'année. Dans quelle ville ? Aujourd'hui, on est dans le Périgord. On a commencé dans le Périgord d'ailleurs. On est sud de la France, Marseille, Aix-en-Provence, Amiens et Montpellier. D'accord. Donc 500 bornes d'ici 2020, c'est votre objectif. Voilà. On arrive, merci beaucoup en tout cas à la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et merci à tous d'avoir suivi cette émission. Surtout, j'étais accompagné pour ce question de mobilité par monsieur Victor Halit, responsable de l'International Business Development chez Dox. Merci d'avoir été avec nous. Et puis monsieur Thibaut Castagne, qui est le président de Spark Horizon. Merci d'avoir été là. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez toujours venir nous voir. Hall 2.2, nous sommes là toute la journée, je ne le répéterai jamais assez. Et tous les jours jusqu'à la fin du mondial. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur mondial-paris.audio et sur les applications de podcast en tapant mondial-audio. Nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter. On se retrouve très bientôt pour une question de mobilité ou un voyage en mobilité. Que sais-je ? À la prochaine.